Plongée au cœur d'une histoire complexe et souvent mal comprise, celle de la République démocratique du Congo et de la question des Banyarwanda. Comment les dynamiques internes et régionales ont-elles façonné le destin d'une nation et de ses populations? L'histoire de la nationalité des Banyarwanda en rez-de-chaussée est marquée par une inconstance législative notable, reflétant les tensions politiques et identitaires. De 1960 à 1981, les statuts juridiques ont fluctué, créant une ambiguïté persistante. Initialement reconnus, puis déchus de leur nationalité par la Constitution de 1964, les Banyarwanda ont vu leur statut révisé à plusieurs reprises. Le président Mobutu a d'abord réintégré certains groupes en 1971, avant de faire marche arrière en 1972 pour les réfugiés de 1959. La loi de 1981 a ensuite retiré la nationalité aux Banyarwanda transplantés, alimentant une confusion qui persiste encore aujourd'hui. Cette instabilité juridique a semé les graines de la méfiance et de la marginalisation. Au début des années 1990, le Nord Kivu est devenu un foyer de tensions exacerbé par plusieurs facteurs. Sur le plan économique, la réussite et la possession de terres par les Banyarwanda ont généré un ressentiment parmi d'autres communautés se sentant marginalisées. Cette disparité économique a créé un terreau fertile pour les conflits. Politiquement, la perspective d'une participation électorale des Banyarwanda, majoritaire dans certaines zones comme Masisi et Rutshuru, a suscité des craintes de domination. La reconnaissance de leur nationalité aurait pu leur conférer un avantage politique significatif. Ce déséquilibre perçu a alimenté les rivalités intercommunautaires. Administrativement, l'occupation de postes clés par les Banyarwanda dans l'administration publique et l'enseignement a renforcé ce sentiment d'injustice. Ces facteurs combinés ont transformé une tension latente en une crise ouverte. La région était prête à s'embraser. Le conflit a éclaté le 20 mars 1993, suite à des massacres de Banyarwanda à Ntoto. En réponse, diverses communautés ont formé des milices d'autodéfense, souvent issues de mutuelles ethniques. Des groupes comme les Kianda, Nand, Bushenjunde, Hunde, Magrivi, Hutu et Akuba, Hunde-Nyangatembo ont émergé. Ces milices, parfois renforcées par des mercenaires des phases, se sont affrontées violemment. Les combats ont duré des mois, principalement dans les territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru et Lubero. Le bilan humain fut catastrophique, avec des estimations allant de 6 000 à 14 000 morts et 200 000 déplacés. Les villages ont été pillés, les champs brûlés, et des purifications ethniques ont eu lieu. Malgré une accalmie temporaire en janvier 1994, grâce aux efforts des ONG et de la société civile, de nombreux déplacés n'ont jamais pu rentrer chez eux. Cette paix fragile n'était qu'un prélude à des conflits plus vastes. L'arrivée massive de 1,3 million de réfugiés rwandais, majoritairement Hutus, en juillet 1994, a déclenché la Deuxième Guerre. Ces réfugiés, incluant des ex-FAR et des Interahamwe, se sont installés dans des camps près de la frontière rwandaise. Le Hutu Power, structure politique du gouvernement rwandais en exil, GRE, a utilisé ces camps comme base arrière. Le GRE a lancé une double stratégie. Une guérilla au Rwanda contre le FPR et une guerre de conquête territoriale au Zaïre. L'objectif était de créer un Hutuland au Nord Kivu, servant de tremplin pour la reconquête du Rwanda ou de refuge permanent. Cette ambition a conduit à une alliance entre les Hutus congolais et rwandais. Face à cette menace, les milices locales, Maï Maï, et les Tutsis congolais ont formé une alliance temporaire. Cependant, la supériorité militaire du Hutu Power a laminé leur défense. La passivité des phases, l'armée de Mobutu, a été un facteur déterminant. Certains analystes y voient une stratégie cynique de Mobutu pour démontrer l'inévitabilité du chaos sans son leadership. Le bilan de cette guerre fut encore plus lourd, avec 30 000 à 70 000 morts et 250 000 déplacés. Plus de 15 000 Tutsis congolais ont fui vers le Rwanda, créant un mouvement croisé de population. Cette période a profondément modifié la démographie et la dynamique ethnique de la région. La Troisième Guerre du Kivu a débuté dans un contexte de raids transfrontaliers croissants. Les ex-FAR et Interahamwe utilisaient les camps de réfugiés en rez-de-chaussée comme sanctuaires pour lancer des attaques au Rwanda. En réponse, l'APR, Armée patriotique rwandaise, a mené des opérations de poursuite en territoire zaïrois, violant la souveraineté congolaise. La situation au sud Kivu, jusque-là relativement stable, s'est dégradée. L'assassinat du président burundais Melchior Ndadaye en 1993 et l'arrivée de 380 000 réfugiés Hutus rwandais en 1994 ont exacerbé les tensions. Les Banyamulenge, Tutsis congolais,
sont devenus des cibles, assimilées aux extrémistes Tutsi burundais. Face à la montée du sentiment anti-Tutsi et à la passivité des phases, les Banyamulenge se sont tournés vers Kigali. Un accord a été conclu. Kigali aiderait les Banyamulenge à sécuriser leur communauté en échange de leur participation à la dispersion des camps de réfugiés hutus rwandais. Cette alliance a marqué le début de la révolte des Banyamulenge. La question de l'aide de Mobutu au FPR de Paul Kagame, malgré son soutien officiel à Habyarimana, est un point d'analyse crucial. Des éléments suggèrent une duplicité calculée. Des recrutements de jeunes Tutsis congolais pour le FPR, via des centres de formation en Ouganda et au Rwanda, se sont déroulés sous le regard passif des autorités zaïroises. Des armes à détruire en parfait état auraient été vendues par des généraux des phases au FPR. De plus, la communauté des réfugiés Tutsis rwandais au Zaïre a financé la rébellion du FPR, sans que Mobutu n'intervienne. Ces faits indiquent une tolérance, voire un soutien indirect, du régime mobutiste au FPR. Mobutu, affaibli et cherchant à maintenir son influence régionale, aurait pu jouer sur plusieurs tableaux. Cette politique ambivalente a eu des conséquences profondes, contribuant à l'affaiblissement de son propre régime et à l'escalade des conflits. Le 18 octobre 1996, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, est créée à l'Emera. Cette coalition rassemble le PRP de Laurent-Désiré Kabila, le CNRD d'André Kisei Zengandou, le MRLZ d'Anselme Masazu Nindaga et l'ADP de Déogracia Bujra. Laurent-Désiré Kabila en devient le porte-parole. Le 19 octobre 1996, l'AFDL attaque et occupe Uvira, marquant le début de la Troisième guerre du Kivu. Initialement, l'objectif était de neutraliser les camps de réfugiés hutus rwandais et leurs dispositifs militaires. Cependant, la faiblesse des phases, qui fuyaient et pillaient, a révélé l'opportunité d'un objectif plus ambitieux. La guerre du Kivu s'est alors transformée en une guerre de libération du Congo, visant à chasser Mobutu du pouvoir. Cette transformation a redéfini le conflit, le faisant passer d'une crise régionale à une lutte nationale pour le contrôle de l'État. L'histoire des Banyarwanda en rez-de-chaussée et les guerres du Kivu sont un témoignage des interactions complexes entre identité, nationalité, pouvoir et géopolitique régionale. Pour les historiens, politologues, étudiants et ONG, cette analyse offre des clés de compréhension des dynamiques de conflit et de la fragilité des États post-coloniaux. Nous vous invitons à approfondir cette documentation essentielle. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses historiques, aimez cette vidéo si elle vous a éclairé, et partagez-la pour sensibiliser un public plus large à ces enjeux cruciaux. Votre engagement est vital pour la diffusion de la connaissance et la promotion d'une compréhension nuancée de l'histoire.